Donc, je vais déjà vous expliquer un petit peu comment vous pouvez procéder pendant la conférence, ou plutôt l'introduction à la conférence. Ça va être donc assez bref aujourd'hui, hein. C'est seulement une présentation en fait de la conférence qui se donnera lundi à 19 h. Donc, je vais un petit peu voilà, vous expliquer. Souvent, je reçois les questions en fait. Pourquoi est-ce que je choisis d'observer les chiens dans les interactions, donc principalement dans les interactions canines? Pourquoi est-ce que c'est basé sur le chien vis-à-vis d'autres chiens et pourquoi pas uniquement sur les interactions avec l'humain? Donc, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi je fais tout ça. Ce que ça a à voir dans la relation aussi, évidemment. Comment ça améliore la relation avec l'humain qui vit donc qui vit avec le chien. Et puis, je vous parlerai un petit peu de ce qu'on va voir. Je donnerai un petit peu comment dire, des avant-premières, si vous voulez, de ce qu'on va voir pendant la conférence. Je regarde si entre-temps, il y en a d'autres qui sont connectés. Non, donc je pense que ça doit être bon pour ceux d'aujourd'hui. Parfait. Pourquoi est-ce que j'observe, ou plutôt, je préfère le mot écoute, pourquoi est-ce que j'écoute les chiens? Alors, très souvent, les humains, en fait, ils sont très, très, très compétents dans le fait d'observer les autres, mais à partir de leur propre perception, à partir de leur propre vision du monde. Donc, ça, c'est très propre aux humains. C'est quelque chose qui est assez facile aussi. Donc, observer les autres, qu'on parle d'autres humains, qu'on parle d'autres espèces, peu importe, si on se base sur notre propre perception, forcément, c'est assez facile parce que tout ce qu'on voit, fait référence à nous, en fait. D'accord? Si maintenant, on veut observer, donc, que ce soit de nouveau nos congénères, donc les humains, ou que ce soit une autre espèce, mais en nous libérant de nos préjugés, donc en faisant abstraction, si vous voulez, de nos connaissances, de nos savoirs, et donc de tout ce qui constitue nos filtres et nos préjugés, forcément, c'est beaucoup plus complexe, c'est beaucoup plus difficile. Et donc, c'est ça que je veux, en fait, que je souhaite, en fait, aller éveiller, et stimuler, c'est justement d'aller observer les autres en se libérant, en quelque part, de ce qui constitue nos filtres et en ayant plus une ouverture. Donc, c'est vraiment aller stimuler et développer cette ouverture vers l'autre en tant qu'individu, mais aussi en tant qu'espèce. Parce que donc très très souvent, que ce soit conscient ou non, très souvent quand on est au contact avec d'autres espèces, très souvent ce qui se passe, c'est qu'on a une observation, une écoute à sens unique. Donc ici, quand vous voyez la photo qui est représentée ici, on la verra, hein, donc on va voir la vidéo dans la conférence lundi. Mais donc ici, on pourrait voir voilà, un chien qui a le nez par terre, on a un chien ici, voilà, qui a la queue basse, qui la bouche entrouverte, qui a voilà, une certaine expression. Et puis, on a ici une chienne qui, en fait, est en train on dirait qu'elle est en train de se lécher, ou en tout cas de faire un mouvement vis-à-vis de l'avant de son corps. Et alors, je vais en venir à ça, justement, si je vous décris tout ça. C'est parce que très souvent, en fait, on va le voir tout de suite, les personnes ont besoin, en fait, d'aller voir des choses, de tout comprendre, mais de tout comprendre par l'extérieur. Donc ça, retenez bien, parce que ça, on va en parler beaucoup, beaucoup, beaucoup pendant la conférence de lundi. C'est que très souvent, les humains ont je ne sais pas, on dirait que c'est une envie presque obsessionnelle, j'en sais rien, d'essayer de tout comprendre, mais sur base de l'extérieur. Je vais en parler tout de suite. Donc ici, on dirait que voilà, si on se base sur l'extérieur, ça veut dire que j'ai lu ça un jour dans un bouquin, que quand un chien se lèche, ça veut dire quelque chose. Donc, automatiquement, on va croire que ça veut dire ça dans tous les contextes dans lesquels on va retrouver ce signal. Bien entendu, il n'en est rien. Et ce serait évidemment très réducteur, mais j'en parle tout de suite. Mais donc ici, c'est pour vous montrer voilà, quelque chose qu'on pourrait avoir lu dans un bouquin par rapport à ce comportement-ci. Et donc, on va se dire, donc ça veut dire que dans ce contexte-ci, ce chien exprime ça. Alors que vous pouvez voir que parfois, c'est tout à fait autre chose. Donc, vous en saurez plus dans la conférence de lundi par rapport à cette séquence-ci. Mais donc, j'en reviens sur le fait que la relation, en fait, est souvent donc à sens unique quand on
quand on va aller se baser uniquement, quand on va aller se baser pour notre observation ou pour notre écoute, quand on va se baser uniquement sur notre vision du monde comme référence. À ce moment-là, on est dans une relation à sens unique, donc c'est une relation qui est très pauvre, évidemment. Alors, je vais vous raconter tout à l'heure tout de suite d'ailleurs, une petite histoire qui est arrivée ce matin. Je vais vous raconter plusieurs choses qui sont passées ce matin. Mais donc, souvent, on a, quand l'écoute est à sens unique, on a des personnes, donc des humains, qui viennent dire « Oh, Steph, mon chien, il n'écoute pas ». Et alors, très souvent, quand on dit « mon chien n'écoute pas », souvent, très souvent, c'est synonyme de « il ne fait pas ce que moi, je veux qu'il fasse ». Et donc, on comprend directement que là, quand on est dans quelque chose comme ça, ben forcément, on est dans une relation aussi, dans une relation d'observation ou d'écoute. Oui, il y a peut-être une écoute, mais qui est à sens unique. Donc, si on dit mon chien n'écoute pas, très souvent, c'est parce que le chien n'est pas écouté non plus. Donc, ce matin, en fait, j'ai rencontré quelqu'un. Donc, moi, j'étais dans une rue. J'avais des Zen et Tao et j'avais les deux, donc, et je me promenais avec les deux. Et puis, il y a une dame qui était avec son chien, sa chienne au final, mais je ne le savais pas au moment de ce qui s'est passé. Et donc, la chienne vient en fait vers nous et la dame appelle, mais la chienne ne revient pas. Et donc, moi, je vois, donc je ne savais pas, à ce moment-là, c'était un mâle ou une femelle, mais je vois que la chienne, bon, voilà, on voyait qu'elle était jeune, qu'elle était un petit peu, voilà, très enthousiaste, mais à part ça, je veux dire, elle a été très respectueuse, elle a demandé si elle pouvait venir, elle a attendu la réponse, et Zen Tao lui ont directement dit, tu peux venir. Et donc, cette chienne est venue. Et donc, la dame qui me dit, oh là là, c'est vraiment une plaie, parce que j'essaie de l'adresser, mais ça ne marche pas trop. Et donc, je ne dis rien. Évidemment, elle ne m'a rien demandé à ce moment-là, donc je ne dis rien. Et puis, elle me dit, oui, ma chienne, elle écoute, mais rien du tout. Hein. Et elle dit, mais les vôtres, waouh, ils écoutent bien, on dirait. Sur quoi vous vous basez pour me demander ça, puisque je n'ai rien demandé. Elle dit, mais je ne sais pas, ils ont l'air calmes. Je dis, mais la vôtre, là, est très calme aussi. Enfin, voilà. Donc, voilà, rien de particulier, mais tout ça pour vous dire que voilà, la dame était, oui, mais enfin, elle n'écoute rien, pas moyen de l'adresser, etc., etc. Et donc, quand on entend évidemment des phrases comme celle-là, évidemment, je n'ai pas été plus loin avec cette dame, parce que cette dame n'est pas, enfin, voilà, n'a pas connaissance, évidemment, que j'ai une certaine connaissance, une certaine expérience avec les chiens. Mais voilà, c'est ce qui arrive souvent, en fait, c'est que quand les gens… Donc, il y a une partie qui est importante, évidemment, c'est les connaissances, et puis il y a la partie tout à fait ouverture. Et donc là, on va en venir tout de suite à ça. Comment est-ce que j'ai su à ce moment-là que tout était bien et tout allait bien se passer? Donc, il n'y avait même pas lieu, en fait, pour moi d'aller demander à Zenchi ou à Tao, je veux dire, de faire quelque chose ou de m'écouter par rapport à quelque chose. Il n'y avait pas de raison, parce qu'en fait, tout allait bien se passer. Comment je l'ai su? On va voir directement. Ça n'a rien à voir avec ce que j'ai pu voir dans des bouquins ou que j'ai pu apprendre dans la théorie, évidemment. Au-delà de ça, hein, très souvent, quand un chien n'écoute pas, donc très souvent, quand quelqu'un me dit mon chien n'écoute pas, très souvent, c'est un chien qui n'est pas écouté. Et là, j'en reviens du coup à la relation à sens unique. C'est que si le chien n'écoute pas, mais dans quelle mesure est-ce qu'il est écouté dans ses besoins ou dans ses motivations, etc. Donc, en tant qu'individu et en tant qu'espèce, pas très souvent. Donc, souvent, quand l'écoute est limitée à cela, hein, au fait de… ça, c'est un des niveaux de l'écoute. En fait, il y a plusieurs niveaux dans l'écoute, mais un des niveaux, c'est vouloir… Donc, si quelqu'un m'écoute, c'est parce qu'il fait ce que je voudrais qu'il fasse. Et si ce n'est pas le cas, mais on dit que le chien n'écoute pas, par exemple. Donc ça, c'est la relation, vous comprenez qu'elle est vraiment très, très pauvre, évidemment, puisqu'elle ne se base pas sur quelque chose de réciproque. Elle est sur quelque chose qui va dans une seule direction, donc il n'y a pas de partage. Ce qu'il peut y avoir éventuellement, c'est un partage dans ce que l'humain a décidé, mais donc pour moi, ça, ce n'est pas réellement un partage. Donc, on pourrait évidemment partager des choses à certains moments
dans des activités ou dans des moments, je ne sais pas, où il faut évidemment que notre chien nous écoute. Par exemple, s'il y a une voiture, ben, je veux que mon chien s'arrête, ben, évidemment, il faut qu'il s'arrête à ce moment-là, d'accord? Mais pour qu'il y ait ça, très souvent, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que pour qu'il y ait ça, et quand les gens me voient et qu'ils disent, mais oui, mais enfin, tu demandes quelque chose à Tao, par exemple, ou même à Zenshi pour beaucoup de choses, et ils le font sans problème, oui, mais parce qu'ils sont écoutés dans combien de choses aussi. Ils sont écoutés dans ce qui est primordial pour eux. Donc, il y a toujours un équilibre, en fait, entre l'écoute de l'un et l'écoute de l'autre. C'est pour ça que je parle ici du sens unique. Ça n'a aucun sens pour moi. La relation n'a aucun sens si l'écoute est à sens unique. Donc, il faut vraiment que ce soit dans les deux sens. Et donc, quand je propose des stages comme l'art des séminaires, plutôt comme l'art de composer, c'est vraiment pour que les personnes, en fait, mettre les chiens dans des interactions canines, c'est vraiment aller mettre les personnes, les plonger, en fait, les mettre en immersion dans le monde du chien. Et à ce moment-là, j'invite les personnes à accueillir tout ce que le chien va exprimer avec ses congénères. Et donc, tout ce que le chien va exprimer, ce sont des choses positives comme des choses qui, pour nous humains, peuvent sembler négatives, mais qui ne sont pas nécessairement pour les chiens. Et puis, derrière les choses qui pourraient effectivement être négatives, voire, je ne sais pas moi, destructrices à un moment ou à un autre, mais aller chercher la raison derrière ces comportements et aller voir comment on peut aider le chien et ce que ça peut révéler derrière tout ça. Donc là, c'est une en fait de mes grandes motivations, de mes grandes intentions dans ces séminaires de ce style-là. C'est que si l'humain commence à s'ouvrir vraiment, donc là, il y a aussi évidemment les relations avec les humains, mais là, c'est principalement et beaucoup dans les relations canines. C'est quelque chose qui est primordial, qui est fondamental pour le chien. Et quand les personnes parviennent à s'ouvrir à ça, ben, elles ont déjà c'est stimuler leur ouverture par rapport à un monde qui sort de leur propre vision, en fait, de leur propre perception, de leur propre monde humain, en fait. Donc, c'est déjà ça. Alors, comment est-ce qu'on va écouter le chien? Je vais vous parler ici de l'écoute profonde. Donc, dans les niveaux d'écoute, il y a celui que je viens de vous dire, l'écoute à sens unique. Puis après, il y aura celle-ci et puis il y aura l'écoute profonde. Donc, l'écoute, ce n'est pas, évidemment, ce ne sont pas des signaux qu'on aurait pu lire dans un bouquin. Donc, ce n'est pas que vous allez prendre un bouquin et que vous allez dire, ah ben voilà, mon chien, il est marqué dans le bouquin, mon chien tourne la tête. Donc, si mon chien tourne la tête, ça veut dire que sais-je, d'accord? Et donc, si vous vous basez uniquement là-dessus et que vous vous limitez là-dessus, maintenant, je ne dis pas que c'est erroné d'aller lire des livres, évidemment, de savoir ce que certains comportements ou certaines attitudes du chien ou certaines postures, etc., peuvent signifier. Évidemment, c'est important. Mais tout ce que je veux dire ici, c'est que on ne doit pas se limiter à ça. Parce que sinon, on dirait, à chaque fois que votre chien tourne la tête, ça veut dire la même chose. Ce serait très limitatif quand même pour l'espèce chien. Hein. Ça voudrait dire que sa communication est vraiment très, très, très restreinte et très limitée. Ça équivaudrait à dire que nous, humains, quand on tourne la tête ou quand on bâille, par exemple, ça n'aurait qu'une signification, mais pas du tout. Mais donc, c'est la même chose pour les chiens. Donc, c'est vraiment aller inviter, donc ça, c'est une autre raison pour laquelle je propose des séminaires comme celui-là. C'est justement que les humains ne s'arrêtent pas aux connaissances qu'ils ont pu acquérir, que ce soit dans des bouquins, que ce soit lors de conférences, que ce soit lors de plein de choses, mais qu'ils puissent justement s'ouvrir au moment présent et à ce qui se passe à ce moment-là et dans un contexte bien spécifique, bien particulier. Donc, l'écoute profonde, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est pas non plus une absence de silence, par exemple. C'est pas uniquement ça. Ça peut être, au départ, ça pourrait être ça, que nous, on se met en silence et on commence à observer, on commence à écouter, ça pourrait être ça. Mais ça ne se limite pas, ça non plus. C'est vraiment, c'est plus qu'un comportement qui va aller se baser sur les choses extérieures qu'on va voir. Donc, ici, vous voyez cette image-ci, par exemple. Vous n'avez pas besoin, quand vous regardez cette image, vous n'avez pas besoin d'aller analyser la posture, la trajectoire, je ne sais pas moi, la position de la queue,
la posture, les yeux, l'ouverture de la bouche. Vous n'avez pas besoin d'aller voir tout ça pour savoir à l'intérieur de vous, de façon innée, de façon intuitive, quelles émotions ressentent ces chiens à ce moment-là. Enfin, en tous les cas, si vous ne savez pas mettre un mot dessus très précis, vous pouvez au moins savoir dans quel, je vais dire, type d'émotion, si c'est positif, négatif. Vous n'avez pas besoin d'aller analyser tous les signaux que les chiens envoient ici pour comprendre si on est dans une situation positive ou non. D'accord? Donc, l'écoute, qu'est-ce que c'est? C'est une position intérieure. Et donc, ce genre de séminaire permet aux personnes, donc aux humains, d'aller retrouver cette disposition intérieure, parce que c'est quelque chose qui est inné en fait. Hein. Ça fait partie de tout ce qui compose le langage universel. Je vais vous raconter une autre petite histoire après, mais donc le langage universel, ça veut dire que on peut se comprendre entre espèces sans avoir besoin d'aller se documenter outre mesure sur tous les signaux qui font partie de la communication de cette espèce. Donc ici, même quelqu'un qui ne connaîtrait rien, mais absolument rien, des chiens, de la communication du chien, des signaux subtils, etc., quelqu'un qui ne connaîtrait rien de tout ça, pourrait très facilement déterminer que les chiens sont ici dans une émotion positive. Okay? Tout le monde, tous les humains ont ça en eux. Il suffit en fait d'aller le redécouvrir. Et donc, en se mettant dans un contexte d'observation des chiens entre eux, alors il y a pour certains humains où c'est vraiment stressant, mais pour d'autres, c'est plutôt quelque chose d'assez... voilà, on doit se concentrer, etc. Par contre, l'humain perd, si vous voulez, cette tendance à faire référence à lui-même. Donc, il est plus dans l'ouverture de ce que le chien va dire par rapport aux autres chiens. Et donc, on est déjà dans ce que je veux stimuler, donc justement l'ouverture par rapport à une communication qui est de notre espèce, mais indirectement, on se rouvre aussi au langage universel. Donc évidemment, je ne suis pas en train de vous dire que tout ce qui concerne les signaux de la communication canine, donc dans la subtilité, etc., je ne suis pas en train de vous dire que ce n'est pas utile. Évidemment, c'est très, très utile, mais qu'au-delà de ça, il y a tout ce contexte, il y a tout ce climat, il y a toute cette atmosphère qui peut nous donner beaucoup de renseignements sur ce qui est en train de se passer. Et vous n'avez même pas besoin de connaître les détails, très souvent. Parce que ça arrive très souvent où on ne sait pas du tout ce qui se passe par rapport, par exemple, à la communication olfactive. Donc, quand les chiens font des marquages, on va en voir assez bien dans les vidéos que je vais vous proposer pendant la conférence de lundi. Il y a beaucoup de choses, on n'a pas accès aux informations précises qui sont là-dedans. Par contre, si vous vous connectez justement à ce langage universel, donc si vous vous connectez en fait avec, si vous vous mettez dans cette disposition intérieure d'aller vous ouvrir à ce qui se passe, mais vous pourrez très facilement comprendre, pas nécessairement ce qui se passe dans les détails, mais en tous les cas le contexte général et savoir intuitivement ce qui a lieu de faire ou de ne pas faire. Quand on est dans cette disposition intérieure et que donc on retrouve ce langage universel et cette chose innée qui fait partie de nous, automatiquement on se reconnecte à une certaine confiance. Donc très souvent, quand les personnes ont du stress, c'est parce qu'on est justement dans l'interprétation sur base de justement nos préjugés, notre vision du monde, notre perception. On fait de nouveau référence à nous ou à notre passé, à notre vécu, à nos connaissances, à notre savoir, à nos expériences. Et donc, ben forcément, il y a des moments où on va perdre la confiance parce que à ce moment-là, quand il y a eu ça, il s'est passé ça de négatif par exemple, et donc notre cerveau, il fait ça, et donc il nous remémore en fait les choses qui sont passées à ce moment-là. Tandis que quand on est dans une ouverture, et on est vraiment dans ce contexte, ok, je fais abstraction, donc je sais que j'ai les connaissances que j'ai, je vais les utiliser à bon escient si jamais c'est nécessaire, mais pour le reste, je me mets dans un climat d'ouverture, et donc automatiquement, on a cette confiance dans ce qui va se passer. Mais donc ça veut dire aussi que s'il y a quelque chose qui, dans un contexte particulier, normalement nous stresserait, à ce moment-là, on va être ouvert à ça et on va plutôt être dans la confiance que c'est correct et c'est juste et que ça doit se passer comme ça à ce moment-là. Mais où on fait parfois référence au passé et donc on fait référence à ses connaissances
et on fait référence à notre vécu parfois. Mais donc, tout ça sont des histoires qu'on se raconte, oui, mais parfois ça peut nous aider. Donc, c'est toujours trouver un équilibre entre les connaissances qu'on peut avoir ou l'expérience qu'on peut avoir ou le vécu qu'on peut avoir, mais sans que ça ne nous mette dans un stress qui serait excessif, par exemple. D'accord ? Par contre, l'expérience ou le savoir, les connaissances qu'on a, ou tout simplement voilà, l'expérience, le vécu qu'on a eu, peut nous empêcher justement de nous plonger dans des expériences dangereuses ou négatives. Une erreur, ça ne vient qu'une erreur que si on n'en fait rien, et si on n'apprend pas de cette erreur. Donc, si on se trompe, c'est humain, c'est normal. Donc, si on est humain, et par définition, on n'est pas parfait, donc par définition aussi, on va faire des erreurs. Et donc, ça, c'est pas grave à partir du moment où on réfléchit après sur l'erreur qu'on a commise, que ce soit dans l'interprétation, que ce soit dans la réponse qu'on a donnée, que ce soit dans notre action, peu importe. Mais donc, c'est justement d'aller réfléchir là-dessus et de faire une introspection et de se dire, ben voilà, la fois prochaine, cette erreur-là, je ne la ferai plus. J'en fais sûrement encore d'autres, mais c'est essayer de se mettre dans les conditions pour en faire de moins en moins. Donc, voilà pour la première partie de la question. S'ouvrir à l'instant présent, ça demande justement d'aller se connecter à tout ce qui est universel, à tout ce qui est inné. C'est d'aller justement, c'est pas ajouter encore des choses, c'est justement d'aller éliminer petit à petit tout ce qui vient obscurcir en fait ce langage universel. Je ne sais pas si c'est clair. Donc, vous avez peut-être déjà entendu cette histoire donc je pense que c'était Michel-Ange, je crois, qui a dit à un moment, je ne sais plus si c'était lui ou un autre, mais soit, pour une de ses œuvres, qui parlait qu'en fait, il n'y avait rien à ajouter. Il fallait juste, en fait, donc on part de quelque chose. Par exemple, si on veut réaliser une sculpture ou quoi que ce soit, vous prenez la chose à l'état brut, et puis vous allez aller enlever des choses. Vous n'allez pas aller ajouter des choses pour former la sculpture que vous voulez avoir, d'accord ? Vous allez justement aller enlever des choses qui sont superflues pour trouver la forme que vous voulez avoir. Pour nous, notre intérieur, c'est la même chose. Donc, il y a toute cette chose pure, innée, qui est présente en nous, mais par contre, il y a tous nos filtres qui sont là par les expériences qu'on a vécues, par l'éducation qu'on a eue, par plein de choses, en fait. Hein. Et donc, il faut, en fait, la méditation, elle nous aide, en fait, à aller prendre conscience de toutes ces choses qui sont venues s'ajouter et qui nous empêchent, en fait, de voir les choses telles qu'elles sont et d'avoir cette confiance en ce qui se passe. C'est le travail de toute une vie. Hein. Donc, c'est pas que vous allez commencer demain et que c'est pas quelque chose, voilà, vous n'avez pas médité aujourd'hui et que demain, vous allez être dans, voilà, j'ai confiance en tout ce qui se passe, tout va bien, etc. Non, pas du tout. Donc, c'est le travail de toute une vie. Mais disons que si on médite chez nous, à la maison, sur le coussin, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire. Il y a déjà beaucoup de couches dont vous pouvez prendre conscience et que vous pouvez déjà aller éliminer quand il n'y a rien à côté. Donc, c'est déjà assez compliqué. Et alors après, vous avez toute la partie où vous êtes dans une situation, pas nécessairement comme celle-ci, mais voilà, ici c'est quelque chose de positif, mais vous pouvez être dans quelque chose de beaucoup plus compliqué et où là, ce qui se passe, c'est que c'est beaucoup plus difficile à ce moment-là d'aller enlever toutes ces couches qui obscurcissent en fait le fait que vous ayez cette ouverture universelle par rapport à ce qui se passe. Mais donc, ça va vous aider. Donc, si vous pratiquez, plus vous allez pratiquer sur votre coussin ou, enfin, peu importe, vous pouvez le faire sur un coussin, vous pouvez le faire sur une chaise, peu importe, plus vous allez pratiquer chez vous au calme, plus vous allez vous ouvrir à ça quand vous êtes dans les situations de la vie quotidienne. Donc, ça demande, voilà, deux choses. Il y a d'une part, évidemment, le fait d'aller apprendre à connaître votre chien, mais pas seulement votre chien, aussi le chien des autres. Et c'est ça que j'adore dans les séminaires, donc comme l'art de composer, c'est qu'on n'observe pas uniquement notre chien, parce que notre chien, il passe à un moment, mais après, il y a plein de moments où il ne passe pas, et donc on observe les autres chiens. Et donc, c'est très important, justement, pour l'ouverture aux autres, de ne pas s'intéresser uniquement à notre chien, mais aussi au chien des autres,
Et puis déjà faire cette ouverture-là, ça nous ouvre automatiquement aux autres espèces aussi. Donc après, on s'ouvre aux autres humains qui sont là aussi, parce qu'il y a certains humains qui n'ont pas toujours facile pendant certaines situations. Et donc, c'est le tout de ne pas aller juger ou de condamner les personnes qui sont là. Donc, c'est ce qui arrive aussi dans les expériences affiliatives de tous les jours. Mais tout le monde n'est pas toujours à l'aise dans les expériences affiliatives. Et il n'y a pas un climat de jugement ou de condamnation par rapport à cette personne-là. Justement, c'est plutôt un espace d'inclusion. Donc, l'ouverture universelle, c'est ça aussi, c'est pas aller exclure parce que quelqu'un a un comportement qu'on ne voudrait pas qu'il ait ou parce qu'un chien a un comportement qu'il ne voudrait pas qu'il ait. C'est justement s'ouvrir à ça, essayer de le comprendre, oui, mais si on ne le comprend pas, ben voilà, c'est pas grave non plus. Et puis, justement, aller retrouver cette chose d'essayer de voir ce qui se passe et plus d'aller essayer de comprendre d'un point de vue intuitif, donc d'avoir les bonnes réponses, pas parce qu'on a vu que le chien tournait la tête vers la droite ou vers la gauche, ou parce qu'il bâillait, ou parce que voilà, mais parce que d'un point de vue intuitif, on sait intuitivement voilà, qu'il faut aller répondre de cette façon-là. Pour une autre histoire qui est arrivée aujourd'hui aussi, il m'en est arrivé beaucoup de choses aujourd'hui en fait. Donc là, j'étais toujours avec Zenchi et Tao. Et là, en face de nous, il y a quelqu'un qui arrive sur un cheval. Donc, quelqu'un qui montait à cheval, une cavalière qui arrive. Et puis, tout d'un coup, le cheval commence à faire énormément de bruit et il commence vraiment à s'agiter. Alors, moi, je ne connais rien du tout de la communication des chevaux dans le sens où je n'ai jamais lu dans un bouquin quelque chose sur la communication du cheval. Je n'ai moi-même jamais été en contact proche avec un cheval pour dire d'avoir un cheval à moi ou je ne sais-je, pour dire d'aller vraiment étudier cette communication. Donc, je ne connais pas la communication subtile, grossière, etc. Voilà, je ne connais rien à ça. Par contre, à ce moment-là, je vais boire un peu de ma tisane. J'avais pas besoin d'avoir, comment dire, une connaissance de la subtilité de la communication du cheval pour savoir à ce moment-là que le cheval était vraiment dans quelque chose de difficile d'un point de vue émotionnel. Maintenant, je ne peux pas vous dire pourquoi, je ne sais pas vous dire qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, qu'est-ce que j'en sais rien du tout. Par contre, c'était pas très compliqué de voir que d'un point de vue émotionnel, c'était vraiment très compliqué pour lui et que la cavalière, par conséquent, était en grande difficulté et qu'elle avait vraiment peur. Alors, pour savoir qu'elle avait peur, je n'ai pas dû me baser sur le fait que, vous pensez bien que je n'ai pas eu le temps de regarder si ça, je ne sais pas moi, si son dos était voûté, si elle avait les traits tirés, j'en sais rien. C'est quelque chose que vous savez de façon intuitive. D'ailleurs, n'importe qui d'entre vous, même ceux qui ne connaissent rien du cheval ou quoi que ce soit, ben voilà, aurait pu faire arriver à la même conclusion que moi. Je veux dire, c'était pas très compliqué. Ce qui, par contre, s'est passé à ce moment-là, c'est que là, Tao m'a regardé avec son regard quand il veut aller aider quelqu'un et que c'est pas négociable. Et là, je pourrais pas vous dire non plus. Oui, je pourrais vous dire, voilà, il me regarde avec un regard très intense, il me regarde d'une façon particulière et profonde, etc. Mais je veux dire, quelqu'un qui ne connaît pas Tao pourrait dire à ce moment-là, oh, un chien qui fait ça, j'ai lu dans un bouquin que c'est parce qu'il est, comment est-ce qu'on appelle ça dans les bouquins, peut-être, il n'arrive pas à gérer ses émotions, voilà, ou il fait une décharge émotionnelle, par exemple, d'accord? Alors, évidemment, moi, je sais par l'expérience, et donc là, vous voyez la différence entre les signaux lus dans un bouquin, l'équilibre entre l'expérience et cette disposition intérieure qui fait que par intuition, vous savez. Moi, je sais que quand Tao me dit ça, c'est là, c'est pas négociable, il faut que tu me laisses aller aider cet individu. Alors, j'ai dit individu parce que ça arrive avec les humains, avec les chiens, avec plein d'autres espèces. Je pourrais vous raconter des histoires jusqu'à demain de Tao qui me demande d'aller aider d'autres espèces. C'est pas le but, c'est pas le thème de cette présentation. Mais donc, ici, voilà, il me dit ça. Donc, qu'est-ce que je fais? Je le laisse aller. Et en fait, il a été, en fait, mais lui ne connaît pas enfin oui, il connaît les chevaux, je veux dire, il rencontre des chevaux, évidemment, mais je veux dire, il n'a pas, vu que moi, je n'ai pas de cheval dans mon environnement proche, mais forcément, Tao n'a pas une relation quotidienne, je veux dire, avec un cheval. Donc, il n'a pas toutes les subtilités de la communication du cheval. Maintenant, on rencontre des chevaux, voilà, dans les prairies, etc., quand on se promène, mais c'est tout.
Donc, Tao n'était clairement pas, certainement pas dans les signes de vie dans un bouquin, mais certainement pas non plus uniquement dans l'expérience qu'il aurait au quotidien avec les chevaux. Donc, il connaît quelque chose de la communication du cheval parce qu'il croise des chevaux voilà, régulièrement pendant nos balades, mais c'est tout. Donc, il y avait aussi, je pense, cet équilibre entre cette expérience d'une part et puis le langage universel d'autre part. Les chiens, pour eux, c'est facile hein, d'avoir ça. Beaucoup plus facile que pour les humains. Ils ont beaucoup moins de filtres. Après, il peut y avoir des filtres qui ont été créés par la société humaine ou par la vie humaine que le chien inévitablement vit à nos côtés. Et donc, il y a eu ça. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas été sur le cheval, évidemment. Il n'a pas été au contact avec le cheval. Mais il s'est approché d'une façon voilà, particulière. Il a aboyé une fois un peu comme il aurait pu le faire avec certains chiens peut-être, dans quelque chose d'assez intense mais doux à la fois, vraiment pour interrompre en fait le cheval dans ce tourbillon d'émotions en fait. Et donc juste donc en fait là j'ai vu aussi la dame qui se stressait quand Tao est arrivé parce qu'elle s'est dit oh là 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 là. Et là, moi, j'ai juste eu le temps de lui dire, vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Alors, je ne savais pas baser ça sur quelque chose de rationnel. C'était juste, à ce moment-là, j'étais pleinement dans ce langage universel, dans cette chose innée, dans cette confiance, parce que je sais que si Tao me demande ça, je sais que c'est parce que lui sait qu'il peut aller aider l'individu ou les individus dans cette situation-ci qui sont en difficulté à ce moment-là. Donc, je ne pouvais pas, j'aurais pas, si on pouvait faire un arrêt sur l'image à ce moment-là, et que vous me demandiez à ce moment-là, comment est-ce que tu as su, s'il te plaît, comment tu as su que tout allait bien se passer, qu'est-ce que tu peux m'expliquer sur la situation en m'expliquant ce qu'il y avait? Je ne pourrais pas vous répondre. Je ne pourrais pas vous répondre parce que j'ai vu ça dans un signal ou quelque chose, je ne savais pas. C'était quelque chose qui était profondément à l'intérieur de moi et je savais que ça allait bien se passer. Comme je l'ai déjà eu, bon, je veux dire, c'est pas quelque chose que je vous raconte qui s'est passé, voilà, aujourd'hui et que c'est un accident, je veux dire, d'accord? C'est quelque chose qui, des situations comme celle-là, j'en vis, je vais dire au quotidien, parce que ce serait quand même exagéré, mais je ne pourrais pas les compter, enfin, je ne pourrais même plus les énumérer, je ne pourrais même pas tout vous les raconter tellement il y en a. Des situations où Tao me dit, là, je dois aller aider cet individu. Et pour moi, ben, voilà, je sais que ça va bien se passer. Ben, parfois, je peux avoir justement une perte de cette ouverture universelle en me disant, oh là là, j'espère qu'il ne va rien se passer de grave. Mais ça dure une fraction de seconde. Et je suis à 99,9%, je suis dans cette confiance et je le laisse aller parce que je sais que cet altruisme chez lui, cette générosité, c'est plus fort que tout et que c'est pas négociable. Et donc, au final, après, ben voilà, il est resté un moment à côté du cheval, pas des minutes de long, évidemment, hein, mais donc avec une communication très apaisante après. Le cheval s'est calmé, la dame, elle était complètement bouche bée. Elle me dit, oh, ben, je sais pas ce qui s'est passé, mais voilà, mais merci. Je dis, bah, écoutez, je ne sais pas non plus très bien ce qui s'est passé, mais je vous en prie avec grand plaisir. Mais donc, à ce moment-là, voilà, moi, je ne peux pas vous dire à ce moment-là, le cheval a fait ça, donc il y avait ça, la dame a fait ça, donc il y a fait ça. Non, c'était tout un truc, c'est quelque chose, c'est une fluidité. Donc, c'est un flux, en fait. Et quand on est dans un flux, ben alors on sait qu'on est dans cette ouverture universelle. Je vois qu'il y a... Alors, je vois qu'il y a une réponse plutôt à la question à laquelle je viens de répondre. Donc, en fait, il semblerait que l'intuition permet l'interprétation des situations dans un sens plus juste. Oui, je pense qu'on peut le dire comme ça. Oui. Oui. Disons, l'intuition accompagnée quand même d'une certaine expérience, je pense, mais dans un juste équilibre. Oui. Après, si jamais ça vous intéresse, je peux vous donner le lien aussi d'une méditation que j'ai sur ma chaîne YouTube, tout simplement, donc qui est tout à fait gratuite. C'est une méditation que moi j'ai traduite d'un de mes principaux maîtres, en fait, que j'ai traduite et que Maryse a lu. Et donc, vous pouvez écouter cette méditation et vous pouvez la faire autant de fois que vous voulez. Et donc, voilà, ce qui est important avec la méditation, c'est de savoir aussi qu'évidemment, ce n'est pas en la faisant une fois que ça va vous apporter un bienfait de longue durée, évidemment. Et moi, cette méditation-là, je la fais aussi bien dans la langue originale, donc en italien, qu'en français avec la traduction.
Je ne vais pas dire que je la fais tous les jours, mais je la fais presque tous parce que j'en fais beaucoup d'autres. Mais je la fais quand même très, très régulièrement. Et donc, à chaque fois, ça me donne une perception ou une perspective encore différente. Donc, j'ai des perceptions à chaque fois encore plus détaillées, plus nuancées à chaque fois que je la fais. Donc, c'est la même méditation, mais qui peut m'ouvrir à des choses complètement différentes au fur et à mesure que je la fais. Et donc, c'est toujours trouver un équilibre entre donc, ces références au passé, sachant que ce sont des histoires qu'on se raconte, et donc voilà. Donc, entre ça, l'expérience, et puis la pleine conscience du moment présent. Vous le verrez, je ne sais pas si vous allez voir cette vidéo-là, mais en tout cas, les cas, vous verrez des vidéos avec eux deux, où il pouvait y avoir effectivement des limites qui devaient être mises de part et d'autre. Mais c'est pas parce que des chiens ont des limites entre eux, ça c'est bien aussi dans des séminaires comme celui-là, c'est qu'on voit les mêmes chiens, mais 3 jours de suite. Et donc, on voit vraiment l'évolution en fait du jour 1 au jour 3, en passant par le jour 2. Et donc, on voit vraiment des choses comment les chiens évoluent en fait dans les cadres qu'ils mettent, dans les limites qu'ils mettent, dans l'ouverture qu'ils mettent par rapport aux autres. C'est très intéressant de voir ça. Et puis, c'est pas parce que des chiens mettent des limites entre eux. Nous, en tant qu'humains, on met des limites par rapport aux autres humains aussi, et même par rapport aux personnes qu'on aime le plus et qu'on affectionne le plus. Pour les chiens, c'est la même chose. Donc, ici, le flat que vous voyez ici, c'était un chien que Tao appréciait, mais vraiment énormément. Mais par contre, il lui a mis aussi pas mal de limites. Voilà, il y a des choses qui ont été faites de part et d'autre. Il y a toujours la découverte de l'autre. Et la découverte de l'autre, en fait, ne va pas se faire uniquement en voulant que l'autre soit comme on veut qu'il soit. Donc, c'est pas aller dire, ben voilà, mon chien, il écoute uniquement parce que je lui ai demandé de faire ça. D'accord? Il n'y a pas que ça. Pour les chiens, c'est la même chose. Il y a vraiment une écoute réciproque. Donc, il y a des choses où, oui, là, en ce moment, je te mets des limites et il faut que ce soit comme ça, mais ce n'est pas uniquement parce que moi, je suis égoïste et j'ai envie que tu fasses ça. C'est parce que toi, ça peut t'aider dans quelque chose. Et puis, il y a l'inverse qui se fait aussi. Et donc, c'est là qu'on a un bel équilibre. Alors, pour la conférence de lundi, qu'est-ce qu'on va aborder? On va voir plein de trucs super intéressants. Donc, on va voir comment les chiens plus expérimentés et ou plus âgés peuvent créer un espace d'autorégulation émotionnelle pour les jeunes chiens. Et on va voir ça par rapport aussi à d'autres chiens qui sont plus jeunes et qui sont pas nécessairement plus jeunes. Il y en a qui sont plus jeunes, mais il y en a qui sont peut-être plus intenses et qui vont aller plutôt interrompre des tourbillons d'émotions. Donc là, on va voir la différence. Il va y avoir plusieurs jeunes chiens, en fait, et on va montrer comment certains vont aller créer un espace d'autorégulation émotionnelle pour que les jeunes chiens puissent d'eux-mêmes se calmer. Ça va être fait de façon beaucoup plus délicate, beaucoup plus modérée, beaucoup plus tempérée, beaucoup plus douce. Et puis, on va avoir d'autres chiens qui vont choisir, parfois parce que c'est vraiment nécessaire de le faire comme ça, d'interrompre ce tourbillon d'émotions qui est présent chez ce jeune chien pour justement après l'accompagner vers cet espace d'autorégulation émotionnelle. Mais donc, voilà, selon le profil du jeune chien, selon le profil du chien plus expérimenté ou plus âgé, il va y avoir forcément des attitudes et des réponses qui vont être complètement différentes. Donc ça, c'est vraiment très intéressant de voir à quel moment, et donc de voir justement de sortir de ces schémas où on pense qu'il y a un chien qui est dans un tourbillon émotionnel, donc il n'y a qu'une seule solution qui est possible par rapport à ça. Bien sûr que non. Ici, vous allez voir quelques solutions possibles, mais après, il y en a des milliers d'autres, évidemment. Il y a une infinité d'autres possibilités qui pourraient être présentes, mais qu'on n'a pas eues lors du séminaire, ou qu'on peut avoir rencontré ailleurs, ou qu'on n'a pas encore rencontré. Donc, tout est toujours une question on n'a jamais un comportement tout seul. On n'a jamais un individu tout seul. Il est toujours en relation avec un autre ou d'autres. Et donc, il y a cette interaction, cette dynamique qui va forcément créer des solutions complètement différentes. Donc là, ça va être intéressant de voir justement comment certains abordent les choses, comment d'autres abordent les choses. Allez voir aussi parfois le même chien, le même jeune chien, mais avec
avec des chiens différents, mais ça, ce sera plus pour la deuxième partie, si je me souviens bien. Parce que vous allez voir un jeune chien qui va être ici abordé par un chien voilà, plus doux, et le jour suivant, et qui a été approché par un chien beaucoup plus intense. Et donc, le même chien va avoir deux approches différentes et qui sont toutes les deux très, très bénéfiques pour lui. Donc, c'est souvent très intéressant pour un jeune chien dans un contexte de création d'un espace d'autorégulation émotionnelle, d'avoir plusieurs réponses de chiens complètement différents. Plus le chien va voir des chiens au tempérament différent et au répertoire très diversifié, plus il va augmenter lui-même sa connaissance des autres chiens, donc son expérience, etc. Puis on va voir la création d'un espace de confiance, donc par rapport à des chiens plus timides cette fois-ci. Donc comment, ou qui ont besoin d'espace. Donc comment est-ce qu'on peut créer un espace de confiance? Et alors on va voir comment un comportement d'un autre chien qui pourrait en apparence être identique. Donc on pourrait avoir ici un chien réservé, un chien timide qui va aller protéger l'espace autour de son humaine par exemple. Et puis ici, on a des chiens qui vont aller protéger l'espace autour de leur humaine, donc de façon excessive, mais où là, le même chien qui va aller accompagner va choisir deux solutions différentes. Donc selon le chien qu'il a en face de lui, donc là on apporte autre chose, c'est le thème de l'adaptation de la réponse qu'on donne par rapport au chien qu'on a en face. Donc un chien expérimenté au répertoire comportemental très ample, très, très étendu, va forcément pouvoir adapter ses réponses selon le chien qu'il a en face et selon les émotions du chien qu'il a en face. Donc ici, on va avoir le même chien qui va aborder des chiens différents, mais donc en apparence humaine, on pourrait, nous, en tant qu'humains, penser que ces chiens-là ont le même comportement, ils sont en train tous de protéger l'espace autour de leur humaine. Mais à un moment, on a choisi de créer un espace de confiance et donc de rester plutôt à distance et de créer vraiment très lentement quelque chose. Dans un autre cas, le chien en question a choisi de directement aller élargir la zone de confort du chien qui protégeait l'espace de son humain. Donc, vous ferez attention ici aux termes que j'ai utilisés. Je n'ai pas dit qu'on allait sortir le chien de sa zone de confort, j'ai dit qu'on allait élargir sa zone de confort. Alors, on va voir dans des situations complexes qu'il y a parfois des concertations qui peuvent se faire de façon très instantanée, qui vont être très immédiates. Donc, on va avoir des chiens qui très facilement vont pouvoir trouver des collaborations, des alliances pour aller essayer de trouver une solution à des situations complexes. Donc ça, c'est très, très, très intéressant aussi de voir que des chiens qui ne se connaissaient pas, il y en avait qui se connaissaient, mais dans des contextes complètement différents, donc des activités qui étaient, comment dire, plus proposées par l'humain, comme dans des activités de main trailing ou des choses comme ça. Donc certains chiens se connaissaient, mais qui ne se connaissaient pas du tout dans ce contexte-ci. Et puis là, ce dont je vais vous parler ici, c'était avec des chiens qui ne se connaissaient pas du tout. Parce qu'il y avait entre autres Tao dedans aussi, donc Tao forcément connaissait aucun des chiens qui étaient là. Et donc comment des concertations, des collaborations, des alliances peuvent vraiment être créées comme ça, ad hoc, au moment où on se trouve dans une situation complexe. Et puis on va voir comment les chiens plus expérimentés et ou plus âgés vont apprendre aux plus jeunes, comment les distances et le temps peuvent vraiment permettre une interaction beaucoup plus sereine. Donc, on va voir que ça donne évidemment du confort au chien qui a besoin d'espace, mais ça donne aussi un plus grand espace pour que le jeune chien puisse prendre conscience de ses émotions et donc les gérer plus facilement et donc avoir des actions qui sont beaucoup plus respectueuses face à l'autre chien. Donc, si on a un jeune chien qui rencontre un chien qui n'a pas envie d'interaction, le jeune chien qui est très enthousiaste, est-ce qu'il va avoir tendance à tomber dans des stéréotypes? Si la distance est trop rapprochée, il va avoir tendance à tomber dans des stéréotypes et à aller aboyer, voire entre guillemets harceler l'autre chien. Tandis que s'il y a un chien plus âgé et ou plus expérimenté qui vient lui montrer que le fait de prendre de la distance et prendre plus de temps pour observer, ça va permettre évidemment de réfléchir mieux, mais donc surtout aussi de pouvoir prendre conscience de ses propres émotions et donc de les gérer mieux et donc d'avoir une attitude qui est beaucoup plus adaptée
plutôt que d'aller simplement tomber dans des stéréotypes et aller harceler pour le plaisir d'harceler. Mais non, je dis harceler, c'est pas dans le sens négatif, hein. Mais on peut avoir des jeunes chiens qui, voilà, si on les laisse faire, ils vont tomber là-dedans. Et en tant que chien adulte, ils sont toujours en train d'aller tester ou d'aller. Alors que c'est intéressant de pouvoir justement très tôt les initier à autre chose. Et au fait justement de pouvoir aller aider les autres et en même temps ils s'aident eux-mêmes. Parce qu'au lieu de rester dans un tourbillon, ben, juste le fait de prendre de la distance ou du temps, ça peut les aider eux et ça peut aider les autres. Donc c'est bénéfique pour tout le monde. Et alors on va voir aussi qu'on va approcher pas mal de défis des autres. Donc où les chiens plus expérimentés évidemment vont aller chercher les défis que rencontrent les autres, mais pour justement aller les aider dans leur évolution. Et là, on va voir qu'il y a des choses par rapport aux chiens, donc par rapport aux défis des chiens et l'évolution des chiens, mais aussi les défis parfois de certains humains, et donc qui étaient bien pour l'évolution de l'humain aussi. Donc, vous voyez que ça va être un programme assez riche. Donc, finalement, comme je vous l'ai mis dans le mail, je choisis de le faire en 2 parties parce que quand je suis arrivée au bout des vidéos du jour 1, en fait, j'ai déjà plus que pour la conférence de lundi. Donc, je pense qu'elle durera effectivement un peu plus de 2 heures probablement. Mais donc, je veux vraiment que tous les chiens puissent être abordés dans la conférence. Donc, je ne veux pas mettre de chiens de côté, ça ce serait pas juste. Et puis, je veux aussi prendre le temps qui est juste et nécessaire pour expliquer chaque interaction, parce que sinon, ça va faire une conférence parmi d'autres que vous pourriez suivre n'importe où et qui ne vous apporte pas un truc en plus. Donc là, je veux vraiment aller décortiquer. Donc, j'ai vraiment fait, choisi les meilleurs moments enfin, pas nécessairement les meilleurs, les moments les plus importants qui sont les plus significatifs pour le jour 1. Pour vous expliquer justement tout le début du travail et pour que vous ayez vraiment une idée très représentative de ce que ça représente un séminaire comme ça en 3 jours, un séminaire intensif. Et donc, j'ai choisi les moments importants. Donc, ce n'est pas nécessairement des moments pas toujours faciles. Ça peut être des moments faciles, ça peut être des moments chouettes, mais ça peut être aussi des moments difficiles ou plus complexes. Et donc, à partir de ça, j'ai fait toute la conférence du jour 1, mais donc en abordant chaque chien qui était présent le jour 1. Et donc, après la deuxième partie de la conférence que je vais donner donc un autre jour, là, je vais prendre tout ce qu'il y a dans le jour 2 et le jour 3, et donc pour que vous voyez l'évolution après. Parce que si je devais mettre le jour 1, 2, 3 et faire tout ça en 2 heures, donc ça représente je ne sais pas combien d'heures de vidéos et d'interaction. Donc, si je devais aller mettre ça en 2 heures, en une conférence de 2 heures, c'est juste pas possible. Ça aurait été vraiment bâclé, vous n'auriez pas eu une idée vraiment de l'évolution que vivent les chiens et les humains au cours des 3 jours. Donc, j'ai choisi de faire plutôt comme ça. Donc, la première conférence, donc celle de lundi, donc le lundi, si c'est le 12, si je ne m'abuse, à 19h. Donc, on va s'occuper du jour 1. Donc, vous allez vraiment voir depuis le début. Donc là, vous allez voir, c'est un début de rencontre aussi. Donc vraiment, tout de but en blanc, voilà comment ça se passe le premier jour d'un séminaire comme celui-là, avec des chiens qui ne se connaissent pas, comment est-ce qu'on aborde les rencontres, les difficultés, les facilités. Enfin voilà, vous allez avoir vraiment comme si vous y étiez quasiment. Donc j'ai pris les moments les plus importants, surtout pour ce qui va se passer après dans les jours 2 et 3. Comme ça, quand dans la deuxième conférence, pour ceux qui souhaiteront voir cette deuxième partie, vous verrez vraiment l'évolution de ce qu'on a fait à partir de ce que vous aurez vu qu'on a fait au jour 1. Vous verrez ce que les chiens ont proposé pour l'évolution des autres, donc pendant le jour 2 et 3, et ce à quoi on est arrivé. Eh bien, merci à tous ceux qui pouvaient être présents aujourd'hui. Et donc, à lundi, pour ceux qui seront présents en direct, donc à 19h. Pour les autres, vous aurez l'enregistrement. Voilà. Donc, merci à tout le monde. Et on se voit donc ici en ligne lundi.
Voilà, voilà. Bonne soirée à tout le monde et à bientôt.